8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Manon Aubry. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Eurodéputée La France Insoumise, merci d'être avec nous. On va balayer toute l'actualité. Je voulais qu'on commence par ce qui s'est passé hier soir dans la capitale, dans le quartier du Canal Saint-Martin. Il y a eu des violences à quelques heures de la finale de la Coupe de France qui verra s'affronter le RC Lens et l'OGC Nice. C'est impossible aujourd'hui d'organiser un événement sans qu'il y ait des rassemblements violents? Évidemment, je regrette toujours qu'il y ait des rassemblements violents qui soient organisés d'une manière ou d'une autre, a fortiori autour du football qui est une fête populaire. On a tous envie de célébrer, il va y avoir la Coupe du Monde bientôt qui va démarrer. On a envie de faire la fête autour du foot et pas que ça se termine en violence. On a assez peu d'éléments à l'heure où je vous parle, donc c'est difficile d'en commenter quoi que ce soit. Il semble qu'il y ait un groupe d'hooligans de l'OGC Nice qui sont impliqués, qui s'appelle Populaire Sud, qui est connu à Nice pour avoir déjà été impliqué dans des événements de violence, qui est par ailleurs assez proche de l'extrême droite. Mais comme je vous dis, à l'heure où je vous parle, on a peu d'éléments. La justice va faire son travail. Évidemment, je regrette à chaque fois qu'il y a quel que soit le type d'événement de violence. Mais le 30 mai prochain, il y aura la finale de la Ligue des Champions qui engage le Paris Saint-Germain. Paris va devoir être surprotégé avec des milliers de policiers. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Moi, ce que je souhaite, c'est une grande fête populaire, qu'on soit un soutien du PSG. La dernière fois, il y avait eu des racailles qui avaient jeté des objets sur des voitures de police. Moi, je me souviens aussi qu'il y a quelqu'un qui jette des objets sur des voitures de police, c'est jamais souhaitable. C'est jamais souhaitable. C'est jamais souhaitable. Et c'est répréhensible pénalement. Et vous pouvez être poursuivi en justice. Et ils ont été poursuivis en justice en l'état. Non, c'est assez faux. On peut regarder si vous voulez de près. Moi, je regarde de près. Ce que je retiens aussi, c'est que le foot fait vibrer des dizaines de milliers de supporters le soir même. C'est regardé à la télé par des centaines de milliers de gens. Et ça doit d'abord rester ça, le foot populaire. C'est un sport c'est le sport que vous pratiquez en bas de chez vous. On a tous fait du foot gamin. On a tous vibré au fur et à mesure des Coupes du Monde. Et même moi, c'est ça que j'ai envie de retenir du foot, surtout à l'heure où la Coupe du Monde va démarrer. Manon Aubry avec nous ce matin. La guerre va durer, la crise va durer, a prévenu Sébastien Lecornu, le Premier ministre hier, qui annonce 710 millions d'euros d'aide supplémentaire. Déjà, votre commentaire sur ces annonces ? C'est sympathique de prévenir que la guerre va durer, mais ce serait un peu plus sympathique de prendre des réelles mesures pour aider les Françaises et les Français. Parce que là, dans les mesures qui sont annoncées par Sébastien Lecornu, on peut les regarder dans le détail. Il propose que les entreprises fassent des primes aux salariés. Merci, mon bon Dieu. On va demander l'aumône à nos patrons pour pouvoir aller travailler et payer le trajet d'essence qui coûte extrêmement cher. Tout ça n'est pas sérieux. Les aides qui ont été annoncées jusqu'à présent par le gouvernement n'ont jamais été suivies d'effet. D'ailleurs, on peut lancer un appel à témoignage ce matin à votre antenne. Est-ce qu'il y a le moindre Français qui a déjà touché le moindre centime d'aide de la part du gouvernement? Vous savez, c'est un peu comme un Pokémon rare. C'est assez recherché. Donc, moi, je suis toujours à cet avis de recherche. La prime carburant, elle est versée. Non, mais ça existe. Elle est versée régulièrement par des entreprises. Il n'y a que quelques Français qui participent. Ça existe. Moi, ce matin, il y a des gens probablement sur Europe 1 qui nous écoutent en radio en allant au travail. Oui. Et je pense à tous ces gens-là qui prennent leur voiture, qui n'ont pas d'autre alternative. À ces gens-là qui ne vont toucher aucune aide, alors qu'il y aurait une mesure simple et de bon sens, le blocage des prix. Le blocage des prix, ça ne coûterait pas un seul centime à l'État français. On pourrait bloquer le litre d'essence et le litre de gasoil notamment à 1,70 €, c'est-à-dire le niveau d'avant-crise, et permettre à chacun... À qui vous prenez la différence ? Bien, la différence... À l'État, à Total, qui partirait, à qui ? Total, alors prenons le cas de Total. Ils ont fait 5 milliards d'euros de profit sur ce premier trimestre. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une entreprise pétrolière se serve de la crise pour spéculer, parce que c'est ça qu'ils ont fait, de la spéculation. Ils ont acheté massivement Total est dans le pétrole et effectivement les cours montent. Ils ont acheté massivement du pétrole juste avant que la crise n'éclate. Et donc, vous trouvez ça normal que le Français qui va à la pompe paye 2,20 € son litre de gasoil quand une entreprise comme Total fait tant de bénéfices? Donc, eh bien, moi, je ne trouve pas ça normal. Vous demandez un blocage à 1,70 €. Un blocage des prix. Aujourd'hui, c'est 2,10 €. Qui fournit les 40 centimes? Je vous le dis, des entreprises, les entreprises pétrolières, et notamment une entreprise comme Total,
qui aujourd'hui s'est gavé sur cette crise. Le gouvernement se refuse à taxer les super-profits, se refuse à agir concrètement pour les Françaises et les Français. Eh bien moi je vous le dis, avec nous et avec Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, on en aura fini de ces profiteurs de crise. Et oui, on n'aura pas l'impression d'avoir un pistolet sur la tempe à chaque fois qu'on va faire son plein d'essence, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Et c'est des millions de Français qui derrière vont se priver. On est au mois de mai, il y a plein de week-ends. On a tous envie d'aller voir la famille, les proches, et les gens hésitent à prendre leur voiture parce que ça coûte une fortune. Des gens vont se priver de vacances cet été. Ce n'est pas normal. Le blocage des prix, c'est la solution de bon sens. Ça a été fait dans l'histoire française dans les années 90, c'est fait dans les Outre-mer, ça a été fait dans un certain nombre de pays dans le monde, la Croatie, la Slovénie, la Corée du Sud. Il n'y a aucune raison, c'est prévu par le Code de commerce, que l'État français ne le fasse pas, sauf à protéger les profits des grandes entreprises comme Total. On se dirige vers une crise sociale d'ampleur, selon vous ? Oui, elle est déjà là en réalité. Elle est déjà là. Vous avez sur le premier trimestre 2026 une baisse de la consommation populaire de 10%. Ce qui veut dire que les Françaises et les Français se privent, consomment moins et qu'aujourd'hui on a une inflation qui est autour de 2,2%, qui en toute vraisemblance va continuer à augmenter dans les mois qui viennent. Et donc derrière, c'est de nouveau les Français les plus pauvres qui vont trinquer, vous avez déjà une partie des Français, par exemple, qui sautent des repas, une partie des Français qui se privent des loisirs, qui se privent du cinéma, qui se privent des sorties, qui se privent de restaurants. Et tout ça, ça a un effet récessif sur l'économie. Et évidemment, l'économie en paiera le prix cher. Et à la fin, c'est l'ensemble de la France et de l'Union européenne qui en paiera le prix. C'est pour ça qu'il faut des mesures qui permettent d'y remédier, à commencer par le blocage des prix. Sur les 710 millions d'euros d'aide qui ont été annoncés par le Premier ministre hier, 100% seront financés par de la dette. On creuse notre tombe, là. Vous avez raison que ça coûte de l'argent et c'est une des raisons pour lesquelles on propose le blocage des prix. Ça ne coûtera pas un centime à l'État français. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement de Sébastien Lecornu s'entête à essayer de faire des aides ciblées dont on ne sait pas très bien à qui elles vont bénéficier puisqu'elles sont extrêmement limitées, alors qu'il y avait une proposition simple qui était sur la table de blocage des prix. Mais ça, c'est l'économie communiste. On a vu que ça ne fonctionnait pas. Enfin, quand ça a été fait dans les années 90 en France, c'était l'économie communiste. Quand c'est fait en Croatie, quand c'est fait en Hongrie, ça a été fait sous Viktor Orban. C'est l'économie communiste. Franchement, un peu de sérieux. Il y a peut-être de vieux restes. Un peu de sérieux dans tout ça. C'est prévu par le Code de commerce. C'est une mesure qui est évidemment passagère pour faire face à la crise. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre alternative, sauf à vouloir protéger ad vitam aeternam les profits de Total qui s'engraissent comme jamais, qui pratiquent l'évasion fiscale, qui déclarent une grande partie de ses profits dans un pays comme les Pays-Bas, sauf s'il y a des gisements de pétrole inconnus dans les Pays-Bas. Bon, soyons un petit peu sérieux. Moi, je suis là pour faire des propositions politiques. C'est notre responsabilité. Et votre proposition, c'est le blocage des prix. Et c'est prévu par le Code de commerce et la France l'a déjà fait. Les ZFE, les zones à faible émission. Hier, le Conseil constitutionnel a censuré la suppression des ZFE, qui de fait s'applique à nouveau aujourd'hui. Est-ce que ça vous satisfait ou pas ? Non, je le regrette que ça ait été supprimé par le Conseil constitutionnel. Alors, ça n'a pas été supprimé sur le fond. Un jugement sur le fond de la suppression des ZFE, mais par ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire que c'était considéré pas dans le périmètre de la loi. Je pense que c'est reculé pour mieux sauter parce que ces ZFE, elles sont pas bien pensées, elles sanctionnent bien davantage les ménages les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture. Je veux dire, tout le monde aimerait bien rouler avec une voiture dernier cri électrique. En plus, en ce moment, ça coûterait moins cher vu le prix de l'essence et qui serait plus écologiquement responsable. Sauf qu'une voiture de ce type-là, ça va vous coûter 20 000, 25 000 euros au bas mot si vous l'achetez neuve. Et évidemment, tous les Français n'ont pas les moyens. Et donc, je pense que c'est faire de l'écologie punitive, là où on devrait repenser notamment l'accès aux services publics et aux services publics de transport en fournissant des alternatives qui sont accessibles financièrement, c'est-à-dire gratuites pour les plus précaires, gratuites pour les jeunes, avant de dire de tout de suite sanctionner ceux qui ont une vieille voiture et qui n'ont pas les moyens de la changer.
Je voulais qu'on parle de l'agriculture. C'est un sujet que vous suivez à Bruxelles. La situation des agriculteurs est préoccupante avec la flambée des prix de l'énergie et des engrais. Les agriculteurs disent ne plus pouvoir absorber la hausse des charges. La FNSEA demande la réouverture des négociations commerciales avec la grande distribution. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut aller dans cette direction? Oui, il faut une renégociation avec la grande distribution, mais là aussi, je ne crois pas beaucoup à la stratégie qui consiste à obtenir l'aumône de la part de la grande distribution. L'État a un rôle à jouer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel Macron, au Salon de l'agriculture, de mémoire, c'était il y a 2 ou 3 ans, avait promis des prix planchers rémunérateurs pour les agriculteurs. À ce moment-là, on était les premiers à dire il faut le faire, allons-y. Et évidemment, comme toutes les promesses d'Emmanuel Macron, ça n'a pas été suivi des faits. Donc le premier enjeu, c'est garantir des prix planchers rémunérateurs pour les agriculteurs pour s'assurer que le litre de lait qu'ils vendent, le kilo d'œufs ou de viande bovine soit fait à un prix minimum. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est protéger les agriculteurs de la concurrence déloyale. Et je me permets, sur votre antenne ce matin, pour lancer l'alerte d'un sujet sur lequel personne ne parle. Il y a un nouvel accord de libre-échange qui va être signé aujourd'hui par l'Union européenne. C'est un accord de libre-échange avec le Mexique qui s'ajoute à la pelletée d'accords de libre-échange, celui avec le Mercosur qui est entré en vigueur alors qu'il n'y a eu aucun vote. Il est entré en vigueur le 1er mai. C'est un passage en force antidémocratique dont seule l'Union européenne a le secret. Et donc, il faut protéger notre agriculture de la concurrence déloyale qui vient des 4 coins du monde. Et pour cela, l'amendement déposé par ma collègue Aurélie Trouvé, qui a été adopté, qui interdit l'importation de produits qui viennent du monde entier avec des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne, de ce point de vue-là, est une bonne nouvelle. Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise, invitée de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. L'Algérie. Gérald Darmanin était cette semaine en Algérie pour tenter de réchauffer nos relations avec Alger. Déjà, c'est une bonne chose de se rendre à Alger ? Oui, c'est une bonne chose. Je pense qu'il tente de réparer ce que Bruno Retailleau avait détruit. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il a détruit, Bruno Retailleau ? C'est pas les Algériens qui ont détruit en refusant de récupérer leurs OQTF ? Sa stratégie de monter des tensions avec l'Algérie, je pense qu'elle a été contre-productive et la preuve en est. Alors, sauf erreur de ma part, c'est plutôt l'Algérie qui a refusé de récupérer ces OQTF, la montée des tensions, elle a été aussi alimentée par la France, vous le savez très bien. Ça s'est passé par le retrait d'un certain nombre de diplomates d'Algérie. Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'Algérie est victime de la France, c'est ça ? Alors, d'abord, si je vous suis, si on veut prendre les choses dans l'ordre, on a une histoire avec l'Algérie qui est une histoire coloniale, il faut en avoir conscience. Et il s'agirait d'un petit peu cesser de se comporter en colon en Algérie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... 64 ans après l'indépendance de l'Algérie, la France se comporte encore comme des colons. Oui, et bon, c'est pas... Sur quoi précisément ? C'est pas que le cas en Algérie. Sur quoi précisément ? En donnant des leçons en matière diplomatique. On a bien vu quand Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, il n'avait eu de cesse... Ce ne sont pas des échanges entre deux pays Oui, et donc des échanges supposent une diplomatie. Vous voyez l'Algérie encore comme... Il n'y avait plus de diplomatie ces derniers mois. Comme avant, c'est ça ? Et j'observe que Gérald Darmanin, qui n'est pas de mon bord politique, ça ne vous a pas échappé, essaie de réparer un petit peu. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand il y a eu la montée des tensions, ça n'a pas aidé dans la libération de Boualem Sansal, qui a finalement été libéré. Maintenant, on a un autre ressortissant français, Christophe Glaise, un journaliste, un de vos confrères, qui est encore détenu par le régime algérien. Et ses proches, son avocat, sont les premiers à dire que ce qu'il faut pour faciliter la libération de Christophe Glaise, c'est un canal des discussions diplomatiques. Vous étiez abstenu au Parlement européen lors du vote pour la libération immédiate de Boualem Sansal. Et vous venez ce matin dire que vous réclamez la libération de Christophe Glaise. Bien sûr, ça mérite explication. Je réclame la libération de Christophe Glaise. Comme j'ai réclamé sans cesse à votre antenne, puisque j'ai eu de nombreuses fois la question sur la libération de Boualem Sansal, il se trouve que la résolution à laquelle vous faites référence, je vous invite à la lire, elle remettait en question aussi les accords entre l'Algérie et l'Union européenne. Précisément, la stratégie opposée à celle qui était prônée par les proches et l'avocat et Boualem Sansal lui-même qui l'a dit quand il est sorti de prison, c'est-à-dire pas la montée des tensions, des menaces permanentes sur l'Algérie, mais davantage des canaux diplomatiques. Et force est de constater que l'histoire m'a donné raison en la matière et que c'est la diplomatie qui a permis sa libération. Et donc, je profite de votre antenne pour redemander la libération de votre confrère Christophe Glaise sans délai. Est-ce qu'il faut revoir les accords de 68 ?
Non, je ne pense pas, pour plusieurs raisons. Quel est l'intérêt de la France? D'abord, les accords de 68. Quel est l'intérêt de la France dans les accords de 68 qui sont à l'avantage de l'Algérie? Et donc j'y viens. C'est votre évaluation que les accords d'Algérie sont à l'avantage, les accords de 68 sont à l'avantage de l'Algérie. C'est pas vrai. Si vous prenez par exemple le régime pour les étudiants, il est plus défavorable dans le régime des accords de 68 que dans les accords généraux. Oui, vous faites la moue, vous pourrez vérifier. Ces accords, ils ont été révisés déjà un certain nombre de fois. Ils sont le fruit, le produit de notre histoire. Et je ne pense pas que ces accords doivent être révisés. D'ailleurs, c'est l'avocat de Boualem Sansal lui-même qui avait dit qu'au moment où une résolution avait été déposée par la droite à l'Assemblée nationale, que ce n'était pas la bonne idée et pas la bonne stratégie. Je voulais vous entendre également sur Kamel Daoud, l'écrivain qui a été condamné à 3 ans de prison ferme pour son roman prix Goncourt de littérature. Est-ce qu'on peut discuter avec un régime qui condamne les écrivains? Moi, je suis toujours opposée au fait de condamner les écrivains. Ceci étant dit, il faut être précis sur M. Daoud. Le cas est très différent de Boualem Sansal, où en l'occurrence, il a été condamné pour avoir utilisé l'histoire des patientes de sa femme. Bon, sans aller dans le détail, dans tous les cas... Donc vous êtes en train de justifier la condamnation, c'est ça? Non, moi je vous explique juste ce pourquoi il a été condamné. Comme journaliste, c'est un beau métier, je pense qu'il vaut mieux présenter les faits dans leur entièreté. Merci pour vos leçons. Avec grand plaisir. Et donc, évidemment que condamner des écrivains ne doit jamais être une méthode démocratique. Je l'ai dit au moment de Boualem Sansal. Point, ou il y a un mais après? Non, point. Je vous explique juste le contexte dans lequel M. Daoud a été condamné, c'est tout. Je voulais vous entendre également, Manon Aubry, sur les chiffres de l'immigration. L'INED, l'Institut national des études démographiques, a révélé des chiffres hier impressionnants. L'immigration légale représente désormais 8,1% de la population adulte, tandis que le nombre de clandestins avoisinerait le million d'individus. J'imagine que ça vous inquiète, mais vous allez nous dire ce que vous en pensez. Les titres de séjour ont augmenté de 3% en un an. Au 31 décembre dernier, 4 500 000 titres de séjour en cours de validité. Il n'y en avait jamais eu autant. C'est un record. Quel est votre commentaire? Qu'est-ce que vous regardez? Comment vous appréciez ces chiffres? Je souris parce que c'est quand même assez drôle. Sur CNews, vous allez voir une étude qui fait 600 pages quand même, et vous allez retenir juste la petite histoire qui vous permet de dire « Oh, quand même, on a trop d'immigrés en France, etc. » Je vais aller regarder l'étude de l'INED de près. Dans les conclusions de l'INED que vous ne présentez pas ce matin, il y a le fait que les nouveaux arrivants, par exemple, sont de plus en plus diplômés. Ça, ce sont des chiffres de l'INED. Permettez-moi d'aller au bout de ma démonstration et vous pourrez faire le commentaire une certaine prétention à donner des leçons comme ça. Vous pourrez faire les commentaires qui vous enchantent, mais je vais au bout de ma démonstration. Dans cette étude, les nouveaux arrivants sont de plus en plus diplômés, avec une moyenne de Bac plus 3 plus élevée dans les migrants que dans la population française. Il est démontré aussi dans cette étude qu'il y a un plus faible entre-soi parmi ces migrants. 11% des descendants d'immigrés déclarent que presque tous leurs amis sont de même origine, alors que c'est de 59% dans le reste de la population française. Et puis, ça bat en brèche certaines idées sur le fondamentalisme religieux, puisqu'il y a une baisse du nombre de personnes qui citent la religion. Bref, je pourrais vous citer les conclusions qui sont assez vastes, assez intéressantes, parce que ce type 1 million d'illégaux, qu'est-ce que ça dit? Mais la situation de ces illégaux n'est pas, contrairement à ce que vous pouvez penser, pour la plupart d'entre eux, ils arrivent en France de manière illégale. La plupart d'entre eux, je vous donne des exemples très concrets, ce sont des étudiants qui obtiennent des titres de séjour, puis qui obtiennent un emploi. Et parce qu'il y a des délais à la préfecture, il y a donc ils s'installent en France illégalement via le titre étudiant, c'est ce que vous nous décrivez. Ils s'installent en France. Parce que c'est ça légalement. La réalité. Ils s'installent en France. Puisque vous voulez être précis, c'est ça la réalité. Non, eh bien soyons précis. Monsieur Lézard, vous êtes un ressortissant d'une autre nationalité. Vous avez un titre de séjour et donc vous arrivez en France de manière légale. Vous êtes d'accord avec moi? Vous finissez vos études, vous trouvez un emploi. Donc, vous êtes en droit de demander un titre de séjour. Vous faites votre demande à la préfecture. Il y a un délai de 3 mois, de 6 mois. C'est ce système-là qui crée l'illégalité, contrairement au fantasme alimenté matin, midi et soir par la sphère Bolloré, qui consisterait à dire qu'on est envahi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, moi j'assume de le dire, la sphère Bolloré, qui essaie de calquer une certaine
image de la France fantasmée qui parlerait sont d'une des chiffres de menace l'INED. migratoire. Eh bien, je vous ai donné C'est aussi des diffamatoire, ce chiffres que vous dites. de l'INED. C'est diffamatoire, Mais c'est l'INED. Ce que je Moi, voulais- j'assume de dire que vous L'Institut essayez... national des études démographiques. Oui, donc je vous ai expliqué les situations dans lesquelles des ressortissants pouvaient se retrouver en illégalité. Et j'assume de dire que vous calquez une certaine image de la France. Et ce que démontre cette étude, c'est que la France est un pays métissé, est un pays mélangé. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un Français sur 10 qui avait des parents d'origine étrangère. Aujourd'hui, c'est un Français sur 3. Ne vous en déplaise, Romain Desarmes, c'est aujourd'hui l'image de la France. Ce qu'est devenu notre pays, elle est fruit de ce mélange, de ce métissage. C'est la nouvelle France dont parle, Oui, c'est la nouvelle France. Dont parle Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon s'est précipité aux 20h de TF1 pour annoncer qu'il allait être candidat à la présidentielle. Il a peur de Bali Bagayoko qui lui ferait de l'ombre? Non, absolument pas. Vraiment, vos questions me font rire ce matin. Je passe un bon moment. Moi aussi. Ravi que ce soit un bon moment partagé. Non, franchement, sérieusement. Il s'était évidemment préparé par notre procédure interne. On a réuni nos instances, nos militants. Elle a été rapide, hein, votre procédure interne. Non, Avec il y a vote eu à main une levée. procédure qui a été décidée par nos militants, votée par d'ailleurs beaucoup plus de militants que la désignation de Bruno Retailleau comme candidat à l'élection présidentielle. Bali Bagayoko fait partie des maires, qui a été élu au premier tour en plus, en Seine-Saint-Denis, qui incarne ce qui fait peut-être un petit peu trembler, là aussi, certaines sphères de la Bolloré. Mais fait trembler personne, mais qui est très bon d'ailleurs, qui est très très bon. Je pense qu'il y a un très bon maire qui fait plein de choses aussi pour en tout cas, médiatiquement, il est très bon. Administrés, et c'est ça qui compte avant tout, parce qu'il y a tellement de problèmes de logement, de services publics à Saint-Denis, et donc qui répond à ces problématiques-là. Et donc moi, je suis très fière qu'il participe activement à notre campagne. Et d'ailleurs, le premier meeting de campagne aura lieu le 7 juin. J'invite tout le monde à venir. C'est le 7 juin à 15h à Saint-Denis. Ce sera l'occasion de rencontrer à la fois Bali Bagayoko et Jean-Luc Mélenchon. Vous verrez, ils seront ensemble, vous serez rassurés. Et vous voyez que tous les messages peuvent passer sur CNews et sur Europe 1. Je vous en remercie. Et voilà. Merci beaucoup, Merci Manon Aubry, d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et dans le studio d'Europe 1. Bonne journée, à bientôt. Merci.